Mon dernier rempart, c'était vraiment la cigarette. Je continuais à fumer en étant abstinente de toute autre drogue. Tout le monde fume au Narcotique Anonyme? Clairement pas. C'est la projection que j'ai, donc déconstruis mon préjugé, s'il te plaît. Pas du tout. Non. Il y a des fumeurs et des non-fumeurs comme partout. Je dirais que les personnes qui ont un certain nombre d'années de clean font cette démarche. Et c'est la démarche que j'ai fait moi quelques années plus tard. Le dernier rempart. Le dernier rempart. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la partie qui a précédé le sevrage tabagique de mon invité et comprendre les étapes qui l'ont amené à faire tomber ce dernier rempart au bon moment. Vous verrez comment se passe son sevrage tabagique. Mon invité s'est beaucoup livré et je le remercie infiniment. C'est un exercice courageux d'oser verbaliser tout ça, ce qui fait qu'on s'est autorisé à censurer quelques passages, mais à la fin de l'écoute, vous comprendrez qu'elle n'a rien à cacher et qu'elle est authentique du début à la fin. C'est un vrai sujet, l'authenticité dans ce sevrage, entre soi et les autres, mais surtout entre soi et soi-même. Et vous, comment ça se passe? Allez, bisous à votre authenticité, bonne écoute. Salut. Ça va? Très bien, et toi? Super. Tu connais le concept? Non, pas exactement. Enfin, à peu près. C'est-à-dire que là, je te fais monter les escaliers et je veux voir si tu arrives à respirer en parlant. Ok, d'accord. Bon, on arrive au 5e, t'es comment là? Je te fais parler tous les étages. En vrai, je sais que je suis un petit peu essoufflée là. Quand même. Viens reprendre ton souffle ici. On est lundi? Oui. On est absolument lundi. Oui, je me suis libérée un lundi et puis en fait, finalement, moi, je me rends compte que j'ai plus trop de notion du jour de la semaine parce que en fait, je suis intermittente du spectacle, donc je travaille pas tous les jours. Quand je travaille, je fais des journées assez denses, assez intenses, mais je travaille pas non plus tous les jours, donc j'ai pas non plus d'enfants, donc j'ai pas la notion des vacances scolaires ou des jours de la semaine. Je peux travailler tous les jours. Et tu me disais là, tu manques pas d'air, mais quand même? Oui, je manque pas d'air, mais quand même les 5 étages, là, je les sens un petit peu. Je manque un peu de cardio. J'ai une mauvaise récupération cardiaque, là, je le sens. Non, mais j'avoue que je t'ai fait parler exprès pendant les 5 étages, ce qui est un peu sadique. Du coup, parler plus monter les étages, ça intensifie. Et puis je pense que c'est aussi le stress du podcast ou de l'appréhension. Il y a un petit peu de battements par minute qui augmente. Oui, complètement. C'est vrai que autant je suis super contente d'être ici et de pouvoir donner mon expérience. Mais d'un autre côté, c'est vrai que j'ai jamais participé à ce type d'expérience et j'appréhendais un petit peu, forcément. Je comprends. Mais je trouve ça super chouette, en tout cas. Qu'est-ce que tu appréhendes le plus? De pas trouver les mots exacts par rapport à ce que je souhaiterais transmettre ou partager, tout simplement. Donc, bonjour Sandy, bonjour officiellement. Je suis très heureuse de te recevoir dans ce podcast. En plus, je l'attends avec impatience ce moment parce que Jacques m'avait parlé de toi dans l'épisode 4. Jacques m'avait parlé de toi parce que à l'époque, donc ça fait quelques mois maintenant, vous aviez arrêté ensemble de fumer. Donc Jacques est ton mari. Tout à fait. Et il nous a raconté son expérience et son rapport aux addictions, son rapport au sevrage, qui est très riche et plein d'enseignements et plein d'épreuves incroyables. Et il m'a bien fait comprendre que toi aussi, tu avais pas mal de choses à nous raconter, en drôle et en moins drôle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, on a des expériences riches tous les deux. C'est un peu aussi ce qui fait qu'on se comprend bien et qu'on peut aussi bien se comprendre et se soutenir aujourd'hui. C'était vraiment important pour nous de faire cette démarche ensemble d'arrêt du tabac. Être en couple et avoir un non-fumeur et un fumeur, c'est compliqué. On va pas se mentir. Quand on arrête le tabac, on reste quand même fumeur, je pense, à vie. Et on en reparlera, je pense, plus tard. Mais je pense qu'effectivement, le plus difficile, c'est pas d'arrêter, c'est de ne pas reprendre. Bien dit. Et quand on est avec un fumeur ou entouré de fumeurs, on est toujours attiré. Donc même si on a une bonne volonté d'arrêt de tabac, c'est vrai que d'être toujours tenté, il peut y avoir un jour de faiblesse. Et c'est vrai que c'est difficile justement d'avoir un fumeur à côté de soi quand on est en démarche d'arrêt.
Donc pour ça, c'est vrai que je le remercie et je suis vraiment contente qu'on fasse cette démarche ensemble. En tout cas, merci de m'avoir conviée. Je pense que tout partage est bon à prendre. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette démarche, c'est pour moi le pouvoir de l'identification, qui est vraiment très fort. C'est vrai que de parler d'arrêt de tabac d'un ex-fumeur à un ex-fumeur, c'est peut-être plus simple parfois que d'un ex-fumeur à un non-fumeur. On n'a pas les mêmes ressentis, on ne se comprend pas de la même façon, on ne se dirait pas les choses de la même façon. Alors avant que tu nous racontes ton histoire, si t'as un peu l'épisode de Jacques en tête, est-ce qu'on peut dire qu'il a été authentique ou pas? Il a été, complètement. Complètement et très authentique. Et j'ai même été surprise par certaines révélations. Il était vraiment à l'aise finalement. Et il y a des choses qu'il m'avait même pas dites, jamais dites. Et qui m'ont fait très plaisir. Génial. Bon, bah bisous Jacques. Alors maintenant, moi j'aimerais connaître ton historique avec le tabac. Alors, mon historique avec le tabac. Je dirais que je commencerai par la famille parce que j'ai un père non-fumeur et une mère qui était fumeuse, que j'avais toujours connue fumeuse. Et je crois que ma première cigarette, je l'ai fumée, je me souviens très bien, c'était un mercredi, après l'école. Je rentrais à la maison et il n'y avait personne à la maison. Ma maman avait laissé ses cigarettes sur la table et j'ai voulu essayer comme ça. T'avais quel âge? Je devais avoir 14 ans. Ok. 13-14 ans. Je l'ai même pas fini cette cigarette parce qu'elle n'était pas bonne du tout. Vraiment. Elle avait très mauvais goût. Donc la première, c'était comme ça. Assez rapidement, je me souviens, j'avais même pas encore fini le collège. Je me cachais pas vraiment de fumer vis-à-vis de mes parents et je me suis imposée fumeuse. C'est pas commun. C'est pas commun. Et c'est vrai que ma mère s'est rendue compte que je lui prenais des cigarettes. Et au bout d'un moment, elle a accepté le fait que je sois devenue fumeuse et je partageais des cigarettes avec elle. Et après, j'ai jamais arrêté la cigarette. J'ai plutôt augmenté d'année en année jusqu'à ne plus pouvoir m'en passer. En fait, c'était devenu mon identité. J'étais fumeuse. Et j'imaginais pas les choses autrement. Ça faisait partie de mon quotidien. De la même façon que je me brossais les dents, je fumais ma cigarette avec mon café. Enfin, c'était comme ça, en fait. Ça faisait partie vraiment de mon quotidien. Et je pense que je me cachais derrière ce filtre. Tu cachais quoi? Tu cachais quelle partie de toi? Je pense que c'est une image que je me donnais finalement parce que je pense que au-delà de l'image que je pouvais renvoyer de fumeuse, non, je pense que je me cachais de moi-même en fait, de ce que je pouvais ressentir tout simplement. Et c'est vrai qu'à toute occasion, une cigarette, c'était plus simple que peut-être de ressentir certaines choses. Ça t'aidait à gérer l'émotion? Ça me donnait l'illusion que je gérais l'émotion. Tu t'es rendu compte qu'en fait, ça aidait pas à gérer l'émotion? Ah oui, clairement, parce que j'étais... Alors, je parle au passé parce que finalement, aujourd'hui, c'est plus la même chose. J'étais très, très, très nerveuse et anxieuse. Et je pensais même pas. Enfin, si, je pensais qu'effectivement, quand j'étais stressée ou angoissée, cette cigarette allait pouvoir peut-être m'aider, me soulager. Mais pas du tout. Au contraire. Au contraire, finalement. Comment tu t'es rendu compte que pas du tout et au contraire? Des années plus tard. Des années plus tard, je pense, j'ai eu des expériences de vie, de la dépendance à la cigarette. J'ai eu d'autres dépendances par la suite, de drogue. Tu voudras qu'on développe ou pas spécialement? Oui, on peut, tout à fait. Oui. J'ai pas de tabou par rapport à ça. J'ai fait la paix avec moi-même. J'en ai plus honte. Et c'est vrai que de cigarettes, je suis passée à la drogue, différentes drogues. Et je pense que j'avais la dépendance en moi, en fait, clairement. J'avais pas besoin de grand-chose pour me faire attraper, en fait, par la dépendance et par les substances et m'y accrocher. Je pense que, voilà, j'étais très instable à ce moment-là.
La cigarette, la drogue, beaucoup de fêtes, la vie parisienne, je changeais souvent de travail. Pardon, je te coupe, tu peux nous donner un ordre de l'âge que tu avais ou les produits que tu pouvais prendre? Bien sûr, ouais. La drogue, tu sais, la cigarette est une drogue, l'alcool est une drogue, donc... tout à fait. Tout produit de dépendance est une drogue, effectivement, je suis d'accord. Je pense que tout simplement, quand j'ai pris mon indépendance, que j'ai commencé à vivre seule, je devais avoir peut-être 18, 19 ans. Je travaillais déjà, j'ai commencé à travailler tôt dans la restauration, après dans le commerce. Et je sortais beaucoup à Paris. J'avais une vie parisienne très festive. Et finalement aussi assez solitaire, finalement. Je sortais beaucoup, je voyais beaucoup de monde, mais je me sentais très seule. Le classique. C'est ça, exactement. On a l'impression qu'il se passe beaucoup de choses. Finalement, il y a beaucoup de solitude derrière. De solitude subie aussi. De solitude subie, complètement. Oui. Donc, c'est vrai que dans l'univers de la fête, je fumais, je prenais des drogues, que ce soit cocaïne, beaucoup. Et puis, j'avais beaucoup de... Il y avait peu de stabilité, finalement. J'avais beaucoup de relations amoureuses différentes. Ça changeait régulièrement. Je changeais de travail régulièrement. Il y avait plus de stabilité. Et au bout d'un moment, j'ai eu envie de tout balayer et de commencer d'avoir un nouveau départ. Et je suis partie à Londres. J'aimais beaucoup parler anglais. Je suis partie à Londres. J'ai commencé à travailler là-bas. J'étais très contente. Mais finalement, l'ironie, c'est que je pensais qu'en changeant de pays, en recommençant à zéro, tout allait recommencer. Sauf qu'en fait, ce que j'ai appris malgré moi, c'est que les soucis, on les amène avec nous, peu importe où on va. Et j'ai continué de la même façon à travailler, à faire la fête, à me droguer et à être seule. En étant entourée, en ayant beaucoup de collègues, en ayant des amis, etc. Mais j'étais très seule et je me suis beaucoup isolée finalement plus parce que j'étais pas entourée de mon noyau d'amis, de mon noyau de famille. Je me suis retrouvée vraiment isolée. Je me suis mise dans des situations très compliquées jusqu'à perdre pied finalement, où je me suis fait vraiment happer par la drogue et j'en ai eu toutes les conséquences derrière. Tu veux nous donner un exemple pour illustrer la situation? Bien sûr. En fait, tout simplement, quand je travaillais à Londres, j'ai eu tous les débordements de sortir avec des collègues, faire la fête avec les collègues et puis prendre de la drogue assez rapidement, mais de me sentir très seule et de continuer la fête seule, chez moi. Et de m'isoler comme ça et de là ne plus aller au travail à répétition, avoir des avertissements, perdre son travail, perdre beaucoup de poids, perdre sa santé, s'isoler. Et finalement, c'est devenu un enfer complètement. Je m'étais mise dans une relation qui était assez toxique. Donc j'ai enchaîné en fait. Je me suis vraiment isolée, j'ai enchaîné les conséquences. Tu le cachais ça? Ah oui. Oui, je le cachais. Bien sûr, je me suis isolée, je cachais. C'est vrai que quand ma famille m'appelait, tout allait bien. Et finalement, quand on s'expatrie, on se dit que les amis à Paris vont venir nous voir. Et finalement, non. Il y a peu de gens qui viennent, qui font les allers-retours. On se reconstruit une vie comme on peut. Mais je me suis vraiment isolée. De la vie que j'avais à Londres et de mon ancienne vie à Paris. Donc j'ai vraiment perdu mon travail. Je m'étais mise dans une relation compliquée. Et finalement, que j'ai dû quitter cette relation. J'ai dû quitter cet appartement que j'avais à Londres, que je partageais avec cette personne. Et finalement, je me suis retrouvée avec mes 2 valises à Londres, sans rien, au bout de 3 ans. Donc assez rapide. Et là, en fait, j'ai eu une chance. C'est que... cette personne avec qui j'avais partagé, j'étais en relation, m'a parlé de dépendance. Il avait ses problèmes de dépendance, mais en fait, ça faisait plusieurs années qu'il était en rétablissement, qu'il essayait d'arrêter les drogues.
la consommation et qu'il allait aux Narcotiques Anonymes. Donc, c'est des réunions de partage de dépendants. Alors ça, tu le savais quand tu étais en relation avec lui? Il était abstinent? Non, il n'était pas abstinent, il était en rechute. D'accord. Sauf que moi, je ne connaissais pas son historique finalement, et que la chute s'est faite très très rapidement. Vous consommiez ensemble? On consommait ensemble. On consommait ensemble et ça va d'autant plus vite quand on est à deux. Et toi, la démarche de l'abstinence, du sevrage, de la rechute, tout ça, ça t'était pas encore familier du coup? Pas du tout, pas du tout. Tu vivais ta vie. Et moi, j'étais à milieu. J'avais compris que j'avais perdu pied complètement dans ma vie. Mais j'étais à milieu de me dire, je suis dépendante. J'ai un souci. Ouais, c'est pas moi le problème, c'est les autres. Ouais. Ok. Oui, t'étais encore dans la dynamique de, il y a quelque chose de grisant à consommer et c'est... Complètement. C'est presque encore joyeux. Alors non, c'était plus joyeux. Ça, tu le savais que c'était plus joyeux à ce moment-là? À ce moment-là... Il y avait encore un peu de déni, il y avait un voile d'illusion? Il n'y avait pas de voile d'illusion, mais je pensais que je pouvais encore maîtriser. Okay. Le contrôle. Le contrôle... cette personne m'a dit non, je pense que tu n'as pas de contrôle. Tu te fais croire que tu as du contrôle. Et il m'a amené à ma première réunion Narcotiques Anonymes. Génial. On a arrêté de consommer ensemble. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché, tu crois? Parce que tout simplement, lui, il était en rechute. Et que moi, j'avais pas encore assez de recul. Et que je me sentais pas... je sentais que ça allait mal. Je me sentais très mal. J'avais honte. Je me cachais. Mais j'étais dans un déni, en fait, clairement. Pourtant, j'avais des conséquences graves dans ma vie. Mais j'étais dans un déni du lien, de la dépendance. Et puis, je me disais toujours, ça arrive aux autres et pas à moi. Et surtout, je me faisais une idée du dépendant. Je me faisais une idée du junkie, en fait. Il ressemble à quoi? Il ressemblait à quoi dans ton... Ah, pour moi, le junkie, il consommait dans la rue et il était prêt à tout. Et en fait, non. Je crois que ma première réunion en Narcotiques Anonymes, quand bien même j'étais encore dans le déni, j'ai eu l'impression de tomber de haut. Vraiment. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens comme monsieur et madame tout le monde, en fait. De toute profession, de toute catégorie sociale. Des gens qui viennent de partout, des gens intelligents. Et je me souviens qu'à ma première réunion, j'ai pas parlé du tout, j'ai écouté. Et j'ai entendu des gens parler de moi, en fait. Je me suis clairement identifiée. Et ces personnes n'avaient même pas besoin de parler de drogue pour parler de moi. Parler d'émotions, finalement. Des émotions que moi, je cachais, toujours, que j'avais cachées derrière la drogue, que j'avais cachées derrière mes cigarettes, derrière tous ces filtres. Et sans honte, sans peur, en m'expliquant qu'il y avait une autre vie qui était possible. Et à cette période-là, avec tout ce qui se mélange dans les consommations, les comportements, les émotions qui débordent, je te ramène au thème de la cigarette. Quelle place prend la cigarette à ce moment-là? Parce que souvent, on se dit, ouais, il y a les drogues, il y a l'alcool, et faut se sevrer tout ça s'il y a un excès, et la cigarette, on verra après. Et oui, comment c'est filtré exactement à cette période-là? C'est vrai que je te raconte un peu l'histoire longue, parce qu'en fait, finalement, la cigarette, pour moi, c'était le dernier rempart. Effectivement, où j'ai eu un travail long. Alors aujourd'hui, je peux dire, j'ai 8 ans d'abstinence de toute drogue confondue. Je suis revenue en France, je me suis reconstruite, j'ai continué à aller en réunion Narcotiques Anonymes en France, à Paris. Donc, on a de la chance. Tu en as fait à Londres? Alors j'en ai fait à Londres. J'ai eu beaucoup de rechutes à Londres. J'ai essayé de m'accrocher comme je pouvais. Alors attends, parce que moi je m'en suis arrêtée à... T'es avec tes valises au bout de 3 ans devant l'appart que tu quittes. Et les mecs que tu quittes. Exactement. Si je comprends bien. Et là, tu restes combien de temps à Londres après? Alors ça va durer 8 mois à peu près. En fait, j'ai mes 2 valises et je sais pas quoi faire de moi, hein, clairement, à ce moment-là. Et je vais aller en réunion Narcotiques Anonymes. Tous les semaines, en fait, jours. c'est surtout que je vais y aller et je vais être accueillie là-bas. C'est-à-dire que les gens m'ont dit, ne t'inquiète pour rien, on va te loger, on va t'aider à retrouver du travail quand tu pourras. Ils m'ont clairement sauvé la vie. Je pensais pas que déjà
un être humain puisse se donner autant, gratuitement. J'ai jamais vu ça. Et j'ai eu des mois, en fait, où j'avais pas le choix, en fait. Je savais que c'était là où j'en étais à ce moment-là de ma vie. Je savais que c'était marche ou crève, un peu. J'avais pas le choix. C'était plus un choix. C'était... J'avais pas envie d'arrêter au début. J'avais pas du tout envie d'arrêter les drogues. J'avais juste envie d'arrêter d'avoir les conséquences de tout ça. Mais j'ai bien compris que non, je pouvais pas me raconter cette histoire, que ça ne fonctionnait pas. Donc pendant des mois, tous les jours, j'allais en réunion. J'ai été aidée. Mais au bout d'un moment, ça a eu ses limites parce que j'étais pas en capacité de retravailler, de me reprendre un logement seule. J'avais eu trop de conséquences. J'avais besoin de me reconstruire. J'avais besoin de stabilité, de sérénité. À ce moment-là, tu fumes encore clope sur clope? Tu bois un coup de temps en temps? L'alcool, c'est comment? L'alcool, non. Mon dernier rempart, c'était vraiment la cigarette. Je continuais à fumer en étant abstinente de toute autre drogue. Tout le monde fume au Narcotique Anonyme? Clairement pas. C'est la projection que j'ai, donc déconstruis mon préjugé, s'il te plaît. Pas du tout. Non. Il y a des fumeurs et des non-fumeurs comme partout. Je dirais que les personnes qui ont un certain nombre d'années de clean font cette démarche. Et c'est la démarche que j'ai fait, moi, quelques années plus tard. Le dernier rempart. Le dernier rempart, clairement. Donc, je suis revenue à Paris. J'ai continué à aller en réunion Narcotique Anonyme à Paris. Alors, comment tu fais? Tu débarques à Paris, tu te renseignes. Comment on fait? On regarde sur Internet? Il y en a dans chaque arrondissement de Paris? Je savais, du coup, qu'il y en avait beaucoup à Londres. On m'avait dit qu'il y en avait à Paris. Alors, je connaissais personne à Paris qui était dans cette démarche-là. Et c'est vrai que j'assumais pas encore complètement. Enfin, j'étais OK avec ma démarche. Mais à chaque fois que j'avais essayé d'en parler à des personnes pas dépendantes, je me heurtais un petit peu à une vision que moi, je m'étais faite auparavant de la dépendance. Et j'ai vraiment compris que c'était une démarche personnelle, individuelle, que je devais le faire pour moi et pas pour les autres. Parce qu'en plus, c'est dur de devoir se justifier ou d'avoir le regard atterré des gens qui amplifient cette situation et qui disent « Oh mon Dieu !» Parce que effectivement, comme c'est pas suffisamment démocratisé, encore que ces dernières années, ça évolue beaucoup et assez rapidement. Mais effectivement, inconsciemment, on a un regard très négatif de ce genre d'endroit. Oui, alors complètement. que... on se fait des a priori et c'est... Je dirais, c'est assez naturel finalement. Et je suis revenue à Paris, je suis revenue chez mes parents et c'est vrai que ça a été même tout de suite la réaction de mes parents. Moi, je leur ai dit effectivement, il faut que je continue cette thérapie, cette démarche. Je vais me renseigner, je vais aller en réunion à Paris. Et c'est vrai que ma mère me disait, mais t'as encore besoin de ça, de voir ces personnes, t'en es encore là. Oh là là, et c'est vrai que c'est là que je me suis dit, j'ai besoin de quitter le noyau familial, faire mon propre chemin. Je suis allée en réunion à Paris et j'ai eu la même démarche qu'à Londres. C'est-à-dire que je suis allée en réunion Narcotique Anonyme, je leur ai expliqué mon parcours jusque-là, au sein de l'association. Et c'est vrai que j'ai été aidée tout de suite, pareil. J'ai trouvé un logement et j'ai commencé à y aller tous les jours, à faire partie de l'association, parce que c'est une association du coup qui est tenue par des dépendants en rétablissement, qui ouvre différentes réunions à Paris. Alors il y en a à Paris, il y en a en banlieue, il y en a en province aussi. Il y en a tous les jours. Et c'est vrai que moi au début, effectivement, j'ai regardé sur le site Narcotique Anonyme. Et j'ai été en réunion. C'est vrai que ma première réunion à Paris, il fallait que je rencontre les gens, je me rapproche des gens, que je trouve une nouvelle marraine. On est soutenu par un parrain ou une marraine, une personne qui est en rétablissement comme nous depuis quelques années et qui va nous guider, qui va nous soutenir dans notre travail en fait de rétablissement. Le lien humain, c'est essentiel. C'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. On sort de cet isolement pour aller se confronter directement, être en lien directement. C'est vraiment, on a besoin d'être en lien les uns les autres. J'avais envie de participer. Tu vas me dire, il me semble qu'au Narcotique Anonyme, il y a même des gens qui ne consomment pas ou qui ne sont pas dans cette démarche-là, mais qui sont en contact
plus ou moins proche avec des gens qui sont soit sous l'emprise de la drogue, soit en sevrage ou en rechute, etc. Et parce que moi, ça m'intéressait, j'étais en lien intime avec plusieurs personnes qui étaient dépendants et j'aurais voulu mieux comprendre et je me suis dit, est-ce qu'on peut facilement venir? Alors, il y a des réunions qui sont ouvertes aux personnes extérieures, c'est-à-dire non dépendantes, d'autres non. Mais on peut absolument venir en réunion narcotique anonyme, écouter tout simplement, sans prendre la parole, comprendre comment ça se passe, discuter après la réunion avec différents dépendants en rétablissement et se renseigner. C'est vrai que c'est pas toujours facile, je pense, pour les personnes qui soutiennent des gens qui sont dans la dépendance, qui ont du mal à s'en sortir et qui, effectivement, il faut comprendre aussi, un peu dédiaboliser l'image qu'on se fait des choses. C'est ce que j'essaye de faire aussi à travers mon podcast, dédiaboliser et rendre ça plus fun, plus accessible, plus normal. Et d'une part pour ouvrir les yeux à ceux qui sont pas du tout en contact avec ça, parce qu'il y en a qui n'ont jamais fumé ou ceux que j'appelle les faux fumeurs qui ne traversent pas le sevrage que moi j'ai traversé à mon échelle et qui trouvent ça complètement lunaire. Ceux qui sont encore dans le conseil de avec un peu de volonté, c'est bon quoi. Oui, un peu de volonté. et du coup, tu sais avec ceux-là que tu peux pas discuter et qui sont pleins de bonne volonté, eux, pour t'aider, alors que ça va être les pires soutiens dans les démarches. Donc, la bonne volonté, c'est bien, mais ça suffit pas. Pour moi, le fait d'aller en réunion et d'y aller régulièrement, j'étais entourée, j'étais jamais seule en fait. Et c'est vraiment ce qui m'a permis d'y arriver. C'est l'entraide d'un dépendant à un autre, la compréhension qu'on a. J'ai appris à parler de mes émotions, à parler de moi, ne plus en avoir honte. C'est ok, chacun a son rythme, chacun ressent ce qu'il ressent. Au bout de quelques années, j'ai commencé une thérapie en parallèle. Je suis restée 4 ans en thérapie. Alors, pendant toutes ces années, toutes les semaines, et puis après, toutes les 2 semaines à peu près. Je continuais à aller en réunion narcotique anonyme. Après réunion narcotique anonyme, j'y allais au départ quelque part juste pour moi. Et après, j'y allais un peu dans une démarche de retransmettre ce qu'on m'avait donné gratuitement. Et de garder le lien, en fait, de continuer moi aussi de me rétablir comme ça. Ça donne du sens aux démarches, à son rétablissement. Comme des piqûres de rappel aussi pour complètement. Se rappeler qu'il faut avoir l'humilité de se dire que c'est jamais vraiment derrière soi. Complètement, en fait, parce que on a beau reconstruire, on a beau être clean, reconstruire, renouer des liens, créer de nouvelles choses dans sa vie, la dépendance, elle est toujours là. Elle sera toujours là. On a besoin de se rappeler, en fait, d'où on vient. On oublie vite ce qui s'est passé. Et pourtant, ça nous a fait mal, ça nous a torturés, mais on oublie. On oublie que... de la même façon, quand on arrête de fumer la cigarette, on se dit, bon, c'est juste ça fait longtemps. Chez les narcotiques anonymes, on dit une c'est trop et 1000 jamais suffisant. Jacques, dans son épisode, il voulait te citer, disant cette phrase, c'était pas clair la manière dont il l'avait formulée, il disait « Ah, faut demander à Sandy !» C'est ça. Est-ce que tu peux nous la redire ? Effectivement, alors chez les narcotiques anonymes, on dit une fois c'est trop et 1000 fois jamais suffisant. Et ce qui veut dire que... on reste dépendant, on ne maîtrise pas. Et même si on se dit, je le fais une fois, c'est pas grave, je suis dans un environnement particulier, je fais la fête, je profite, je m'autorise une fois. Sauf qu'en fait, non, on est dépendant. Donc une fois, c'est trop, c'est déjà trop. On sait qu'une fois, c'est le début de 1000 fois qui suivent. Et on ne peut plus se mentir, on le sait. À partir du moment où on commence à être clean, en rétablissement, à travailler sur soi, on peut plus se mentir. Ça devient difficile. J'ai quand même la projection que ce genre d'endroit n'est pas dénué d'humour. Au contraire. Ouais, je vois bien, l'humour, ça peut tellement être libérateur et ça peut tacler dans tous les sens. Ah ouais, complètement. C'est vrai qu'une personne non dépendante qui vient en réunion pourrait être assez choquée qu'on puisse avoir un humour parfois très noir. Effectivement, mais il faut y mettre aussi tout ça en fait. Il faut y mettre de l'humour, il faut y mettre parce que c'est vrai en fait. Il se passe des choses improbables et après la reconstruction, j'étais dans cette phase où ça y est, maintenant je peux m'autoriser vraiment à être qui je suis, sans filtre,
et à vraiment me faire du bien dans tous les aspects de ma vie. C'est vrai que je m'étais remis, j'avais une autre approche de mon corps, de l'esprit, mais aussi du corps. Je faisais plus de sport. Et en fait, je pense que dans cette démarche de me faire du bien, ce dernier rempart de me dire je suis bien, je fais du sport, je mange sainement, je continue à fumer, c'est quoi le sens? C'est quoi le sens derrière? Je fais tout ça pour finalement continuer à remplir mes poumons de toutes ces mauvaises choses, quoi. Enfin, ça n'avait pas de sens. Alors comment tu justifiais de continuer de fumer malgré ça? Parce que rationnellement, intellectuellement, tu le sais. Mais qu'est-ce que tu te racontais comme histoire pour dire « Oui, non, mais ça va ». Je pense que c'était juste une habitude, en fait. Ah ouais. Je pense que c'était juste une habitude. Et puis, ouais, un des derniers remparts de la dépendance, c'est quand même de la nicotine. C'est pas rien, en fait. Ça modifie quand même le corps. Ça modifie quand même ce qu'on ressent. Même si on a l'impression que c'est juste une cigarette. Non, c'est pas juste une cigarette. Et je pense que j'avais beaucoup avancé, mais que j'étais peut-être pas encore prête. Je pense que ça a fait son chemin un peu tout seul. Vraiment cette démarche, comme je te disais, de prendre soin de soi. Et qu'au bout d'un moment, ce dernier rempart qui me faisait pas du bien n'avait plus de sens. Et j'étais dans un moment de ma vie où il fallait que les choses aient du sens, en fait. J'avais besoin d'être honnête vis-à-vis de moi-même. Quelle version de moi-même j'ai envie d'être? Je suis pas obligée d'être fumeuse. J'en ai pas besoin, finalement. Est-ce que j'en ai besoin? Pourquoi je fume? Je fume parce que, par habitude, ok, je peux en créer d'autres. Puis, est-ce que j'ai envie d'être cette identité de fumeuse? Finalement, je regardais un peu les fumeurs autour de moi et je me disais, ça n'a plus d'attrait, en fait. De la même façon que je voyais les gens consommer de l'alcool ou d'autres drogues, tout ça n'avait plus d'attrait, vraiment. Et alors, je vais pas dire que ça s'est fait du jour au lendemain. Hein. Je mettais des patchs au début. C'était il y a 4 ans. Et donc, j'ai commencé par les patchs. Tu recommandes? Ça aide. Après, je pense que l'arrêt de la cigarette, il n'y a pas une façon de faire. Je pense qu'il faut trouver celle qui nous convient. Donc, moi, au début, j'ai mis des patchs. C'est ce qui me semblait le plus simple. En fait, je mettais de moins en moins de patchs. Et un jour, j'en ai pas mis. Et j'ai eu une journée très stressante. J'ai couru à la pharmacie pour demander des Nicorette. Je me suis dit, il me faut quelque chose de rapide qui me détende ou je sais pas ce que je m'étais raconté. Et j'ai pris une Nicorette et je pense qu'elles étaient très très fortes. J'ai eu une impression de m'étouffer. Je me sentais mal, ça me donnait la nausée. Et je me suis dit, ah non, pas du tout. Les Nicorette, je n'en veux pas. Et bizarrement, après cette Nicorette, dès que je sentais quelqu'un fumer, ça me dégoûtait. Même je voyais quelqu'un sur le même trottoir que moi qui fumait, j'étais obligée de changer de trottoir. Ça me dégoûtait vraiment. J'avais ce dégoût. Et je me suis dit, ça y est. Trop bien, hyper pratique d'avoir cette sensation-là. Ouais, c'est fini. Et j'ai arrêté de fumer pendant 2 ans. Sauf que. Oh merde. Eh oui. Ah putain, merde. Et c'est là où vraiment je dis, on reste dépendant et attaché à tout ça. Et c'est ancré, hein, c'est fou comme c'est ancré dans la tête. On oublie très très vite. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai repris? Au travail, tout simplement. Une journée un peu fatigante, une journée un peu longue, des moments longs, des collègues qui fument beaucoup. Et puis un jour, je sais pas, je me suis dit, bon, je vais juste en prendre une. Oh, tu t'es fait happer par le juste une. Ouais, alors que ça faisait 2 ans. Incroyable. Et nul, hein. Je me suis sentie nulle. Tu le savais au fond de toi que le juste une c'était risqué? Alors je le savais, mais je pense que j'étais complètement dans le déni parce que j'étais dans une période où voilà, j'avais repris un quotidien, j'avais repris le travail, j'avais construit une nouvelle vie et j'avais oublié. En fait, à ce moment-là, j'allais plus au Narcotique Anonyme. J'avais fini ma thérapie, j'avais repris une vie entre guillemets normale, tout se passait bien. Et quand tout se passe bien, l'inconscient peut se dire bah c'est ok en fait, c'est bon, je suis guérie. Est-ce qu'il n'y a pas de l'auto-sabotage? Ou une manière de se tester ou de créer de l'intensité dans ces équanimités qu'on peut trouver ennuyeuses? Bah, je me sabotais complètement de toute façon parce que je voyais que je travaillais beaucoup mais que je m'écoutais plus, je prenais moins soin de moi. En fait, je faisais moins de sport, je travaillais plus,
Je prenais moins le temps de prendre soin de moi, de prendre soin de mon corps, de voir les gens autour de moi. Donc en fait, je pense que clairement, l'environnement est important pour moi. Le fait de prendre soin de moi est important. Et que je me suis fait l'illusion qu'en fait, j'allais reconstruire des choses et que tout allait bien. Et que j'avais tellement travaillé sur moi que... Est-ce que quand t'en es arrivé à je vais en prendre juste une en disant c'était une journée un peu fatigante, un peu longue, est-ce que ça faisait pas plusieurs jours que tu y pensais? Ok, donc ça peut vraiment arriver sans qu'on s'y attende, sans qu'il y ait un truc qui se trame. En fait, le truc qui se trame, c'est que tout simplement, je prenais de moins en moins soin de moi. Ok. Je mangeais de plus en plus mal, je travaillais de plus en plus, j'étais fatiguée. En fait, c'est des petits signaux en fait, qui donnent des alertes, tout simplement. Moins bien dormir, moins bien se nourrir, être fatiguée, être plus stressée. Alors avec le recul, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à cette Sandy qui a recraqué au bout de 2 ans? Alors, si tu avais su, comment tu aurais fait autrement? En fait, je pense que j'avais besoin d'un petit rappel, en fait. C'est difficile comme question. Qu'est-ce que j'aurais pu faire En fait, rester en lien, vraiment. Rester en lien parce que les gens autour de nous, les gens qui nous veulent du bien autour de nous, je pense que ce soit la famille, les amis proches ou les réunions narcotiques anonymes, clairement, c'est des rappels, en fait. À partir du moment où on s'isole, on peut avoir la bonne volonté, mais on peut la perdre aussi rapidement. On peut être très motivé pour commencer quelque chose, mais pour tenir sur la longueur, il faut avoir des rappels. C'est quoi concrètement qui aurait pu t'aider? Confronter mon déni. Moi, j'aurais pu, à ce moment-là, je me disais sûrement, juste une cigarette, c'est ok. Mais j'aurais été encore en lien à ce moment-là, on m'aurait dit, mais une c'est trop, mais jamais suffisant. Tu peux te raconter une histoire, mais tu sais comment ça se passe, la dépendance. Donc si on t'avait dit ça, si t'avais été entourée avec les gens qui te connaissent et qui te veulent du bien, ils t'auraient dit ça au bon moment, t'aurais su l'entendre? Clairement. En fait, c'est pas que j'aurais su l'entendre, c'est que je le savais. Je le savais, mais c'est juste qu'à un moment donné, je me suis pas vue... je me suis laissée happer, en fait. Je me suis laissée happer et c'est vrai que j'ai été moins dans cette démarche de travailler sur moi, de prendre soin de moi. Tout simplement, c'est vraiment une question d'environnement. Pour moi, finalement, je me rends compte que mon environnement est primordial. Me sentir bien avec dans mon travail, me sentir bien entourée, me sentir bien aussi à l'endroit où je vis. Tout ça, c'est très important. Parce que sinon, effectivement, je peux me faire happer. On est fumeur à vie, pour moi. On est dépendant aussi à vie. C'est juste qu'on apprend à vivre autrement. Et t'as juste une. Elle a été seule combien de temps? C'est-à-dire qu'elle arrive au bout de combien de temps, la deuxième, la troisième, et le rythme habituel? Alors là où je vois que je me mentais, mais j'étais consciente. C'est-à-dire que après cette cigarette que j'avais prise au travail, j'ai pas refumé tout de suite. Mais à un moment donné, j'ai eu envie de refumer. Et je suis allée dans un tabac, je me souviens très bien. Et je suis arrivée au tabac et là, j'ai pris un paquet de chewing-gum à la place d'un paquet de cigarettes. Je suis arrivée au comptoir et là, je me suis dit, mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Non, prends un paquet de chewing-gum. J'ai pris un paquet de chewing-gum et quelques jours plus tard, j'ai craqué. J'ai acheté le paquet de cigarettes. Mais je savais finalement. Sauf que, une fois que j'avais acheté le paquet, je suis repartie dedans. C'est ouf ce truc de sentir que une fois qu'on a racheté un paquet, il y a le foutu pour foutu. Ou c'est très très rare les gens qui témoignent de j'ai acheté un paquet et puis après j'ai arrêté. Enfin, ce genre de dérapage. Non, une fois qu'on achète le paquet, on signe. On est ok pour signer de bon allez on reprend. Rien ne nous en empêche. Enfin je veux dire, rien ne nous empêche de... Pourtant si, l'addiction qui reprend le pouvoir. Ou alors quoi, il aurait fallu... Non, je veux dire, personne ne nous empêche d'en racheter. Ah oui. On n'est pas confrontés. On devrait, tu sais, comme dans les casinos où on peut t'interdire d'entrer à l'entrée.
Ouais. Est-ce que vous êtes fumeur ou est-ce que vous êtes non-fumeur? Est-ce que vous essayez d'arrêter? Bon, alors vous ne rentrez pas. Et ce serait bien. Même si on peut se faire acheter les clopes par d'autres gens, mais c'est quand même une démarche supplémentaire. Non, si on sait très bien que si on a envie, de toute façon, on trouvera toujours un moyen. Moi, pendant un moment, j'étais dans ce déni de me dire, j'en rachète pas. Mais bon, j'en prends une à droite, une à gauche. Mais j'en rachète pas. Hein. Mais j'essaye d'arrêter. Je suis non fumeuse. Alors attends, j'en suis à... Tu rechutes au bout de 2 ans. Ça, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 2 ans à peu près. Ok. Tu rechutes et donc tu refumes comme en 40? Oui, peut-être moins quand même. Peut-être moins. Mais je fumais toujours, mais un peu moins. Mais c'est pas une question de quantité finalement. Non. J'imagine qu'au Narcotique Anonyme, on ne parle pas forcément de quantité. En tout cas, dans tous les livres que j'ai lus sur les addictions, sur l'analyse de ça, c'est pas la quantité qui compte, c'est ton rapport au produit, au comportement. Alors bien sûr, la quantité peut jouer, évidemment, mais c'est pas ça le sujet, quoi. Non, pas du tout. En fait, c'est même pas une question. C'est pas une question de produit, c'est pas une question de quantité, c'est même pas une question de fréquence. Et c'est vrai que ça m'avait rassurée, moi, quand j'ai commencé les réunions, parce que on se dit toujours, on va justifier en fait notre statut de dépendant à la quantité ou au produit qu'on va consommer, alors que non, ça a des conséquences dans nos vies et c'est tout en fait. Et alors du coup, il y a 2 ans, tu refumes comme en 40 et qu'est-ce qui se passe? Je savais inconsciemment que je voulais plus être fumeuse. En fait, je le savais même consciemment, je ne souhaitais plus être fumeuse, je le savais. Tu voulais te reconnecter à la Sandy qui a arrêté de fumer pendant 2 ans, qui avait l'air en paix avec ça. Je voulais plus être esclave, je voulais être libre, être moi-même, ne plus avoir ce filtre, ne plus avoir cette démarche de fumeuse. Ça me convenait plus, en fait, ça me collait à la peau, mais c'était un mauvais costume, ça me convenait pas, c'était pas moi. Ouais, t'avais retrouvé ta vraie identité. En fait, c'est surtout que je l'avais trouvé quand je suis devenue abstinente de tout, drogue, etc., de cigarettes. Je m'étais trouvée vraiment moi-même. Et à partir du moment où je m'étais connectée à ça, même si j'avais par la suite repris la cigarette, je savais que cette Sandy-là, elle existe. J'avais pas envie de me gâcher, en fait. J'avais plus envie de me mentir. Je savais que c'était pas possible, que c'était pas moi. Et en plus, t'as connu pendant 2 ans ce qu'était être non-fumeuse. Et donc, ça te donnait envie. Tu savais que tu avais pu expérimenter la vraie liberté. La vraie liberté, ne plus me poser de questions, de savoir est-ce que j'ai cigarette ou pas quand je pars à droite ou à gauche, est-ce qu'il me reste suffisamment de monnaie quand je veux faire mes courses pour aller me prendre un paquet en même temps. J'étais libre. Oui, une charge mentale complètement, mais j'étais libre. Et puis... même si j'étais fumeuse, quand j'ai repris la cigarette, je continuais quand même à prendre soin de moi. Je fume encore, mais je prends soin de moi. Je fume, mais je vais quand même courir 3 fois par semaine. Sauf que je respire moins bien que quand j'étais non-fumeuse. Donc, à un moment donné, je peux pas mentir. Je fais face à moi-même et je sais que ça me convient pas. Je sais que c'est pas moi, je sais que c'est pas ce que j'ai envie d'être. Alors, qu'est-ce que tu mets en place? J'essaye de moins fumer. En fait, j'essaie de me raconter encore une histoire. Hein. C'est difficile d'arrêter du jour au lendemain. Les personnes qui me disent moi j'ai arrêté du jour au lendemain. Alors je dis pas que ça n'existe pas. Hein. Pour certains, ça va peut-être fonctionner. C'est pas mon histoire. Et d'un côté, je me dis que je me racontais des histoires et que j'étais encore dans le déni, que j'ai arrêté, mais par intermittence. Et d'un côté, je me dis, c'est OK, en fait. Je peux amener un peu de douceur, en fait, à tout ça. J'ai vraiment cette volonté au fond de moi. J'ai vraiment envie de m'en débarrasser. C'est pas facile. C'est OK. Il faut que je continue à faire ce qu'il faut, et au bout d'un moment, ça va fonctionner. Il faut que je nourrisse, en fait, cette envie d'arrêter. En prenant soin de moi de nouveau. En fait, j'ai appris beaucoup de choses au sein de Narcotique Anonyme. Je savais que pour arrêter de fumer aussi, il fallait que je m'éloigne des fumeurs. Au moins un temps? Au moins un temps. Au moins un temps parce que aujourd'hui, quand je sens quelqu'un fumer à côté de moi, ça me dérangeait. Quand j'ai commencé à arrêter de fumer, ça me dérangeait pas. Et c'est ce truc justement de ça me dérange pas, donc c'est encore
assez près de moi, trop près, un peu dangereux encore. Donc j'avais besoin de me couper de ça, jusqu'à ce que ça me convienne vraiment plus. Et puis c'est facile de rechuter, en fait, d'en reprendre une. Tellement facile. Quelques secondes. Donc il fallait que je m'éloigne de tout ça. Donc vraiment changer... Et c'est vraiment ça, c'est changer d'environnement. S'entourer de personnes qui nous font du bien, de gens qui nous amènent vers des bonnes choses, qui nous tirent vers le haut, qui sont dans une démarche de prendre soin d'eux aussi. C'était vraiment ça. Après, malgré ça, il y a des jours où je fumais, des jours où je fumais pas. Et il y a un peu moins de 2 ans, j'ai rencontré Jacques. Avec des amis en commun, on est parti en Corse, on s'est rencontrés comme ça. Et lui, il fumait, moi je fumais un jour sur 2. Et on a commencé notre relation et j'ai refumé complètement. Ce truc, comme je disais au début, que soit il y a 2 non-fumeurs, soit il y a 2 ex-fumeurs. Et il n'y a pas un fumeur et un ex-fumeur, c'est compliqué. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, moi je veux arrêter de fumer en fait. Et puis, je veux arrêter de fumer. Et puis Jacques avait des problèmes de respiration, d'asthme, de souffle. Et je crois que je voyais aussi la gravité, les conséquences aussi directes. Parce que autant, moi, j'ai pas eu... j'ai de la chance, trop de conséquences au niveau de ma respiration. Mais lui, je l'ai vu directement. Je voyais les conséquences directement. Et je me disais, mais en fait, non, j'ai rencontré l'homme de ma vie. J'ai reconstruit des choses dans ma vie. J'ai pas envie de continuer à me détruire, j'ai envie qu'on me profite en fait, j'ai envie de vivre, j'ai envie qu'on vive à 2, bien, le mieux possible en tout cas. Donc on a décidé d'arrêter tous les 2, on s'est acheté des cigarettes électroniques. Et c'est vrai que y a, avec de la nicotine toujours, moi je me disais que c'était mieux la cigarette électronique que la cigarette, mais après on garde des habitudes. On garde des habitudes toujours l'avoir en main, toujours avoir un peu de nicotine. Y a un peu ce truc d'avoir un petit doudou, hein, toujours avec soi, d'être rassuré. Et puis on prenait un peu la cigarette de temps en temps, et puis de nouveau la cigarette électronique, etc. Et puis depuis quelques temps, là, moi j'ai arrêté complètement tout. Ça va faire 1 mois à peu près. Comment ça s'est passé? Tout simplement, je devais me faire opérer. Je devais avoir une opération et on m'avait dit pour l'opération il faut plus que tu fumes. Il faut plus que tu fumes du tout, pas de nicotine, rien du tout. Cette opération, elle était importante pour moi, donc je voulais faire correctement les choses. Et du coup, j'ai même pas eu de difficulté à arrêter à ce moment-là. Parce que je voulais me faire du bien et j'avais envie de faire les choses correctement. J'avais pas envie de me gâcher. Donc j'ai arrêté complètement et on m'a dit après l'opération il faudra encore être non-fumeuse pendant un certain temps. Tu aurais pu te dire pour toute la vie et te faire la suggestion. Et non mais en fait je me suis dit mais effectivement là j'ai tenu déjà depuis 2 semaines et puis là je suis dans la 3e semaine, j'en ressens plus le besoin finalement. Donc profitons-en, ne reprenons pas. En janvier, moi j'avais eu l'information que autour de janvier, vous aviez décidé d'arrêter ensemble. Oui. Donc il y a eu des dérapages, des rechutes, des reprises, des arrêts. Complètement. On fume un paquet par jour ou c'était juste une par-ci, une par-là? Alors c'était une par-ci, une par-là. Ça a été aussi, on n'en achète pas, mais à chaque fois qu'on sort, on en prend une à droite, à gauche. Je vais même aller jusqu'à avouer j'en garde une sur le coude et je la mets dans un coin à la maison au cas où un jour on ne sait pas. Elle a été fumée? Elle a été fumée, bien évidemment. Bien évidemment. Mais non, c'est fini, ça, c'est inutile. Et non, là, je suis plus du tout dans cette démarche-là. Pour moi, du coup, ça fait quasiment 1 mois. J'en ressens pas du tout le besoin. J'ai pas repris non plus la cigarette électronique. Waouh, génial. T'en ressens pas le besoin, mais toi-même, tu sais que ça peut revenir, que ça va revenir. Ça fait partie des cycles. Donc, tu sais comment tu vas gérer ça quand l'envie va revenir? Je sais ce qu'il faut mettre en place. Et tu l'as mis en place? Alors, pour l'instant, j'ai pas eu le besoin
mettre les choses en place. Honnêtement, je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir besoin pour mettre les choses en place. Ok, donc c'est quoi la prochaine étape? Remettre de bonnes choses, de meilleures choses dans mon environnement. C'est vrai que je te disais en arrivant que je faisais moins de sport qu'avant, alors que c'est quelque chose que j'aime. Il faut que je remette des habitudes dans ce sens-là, parce que ça me fait du bien. Et plus on se fait du bien, et moins on a envie de se faire de mal, tout simplement. C'est la logique des choses pour moi. Et alors ça peut être ça, ça peut être aussi le fait de partager ma démarche. Ne pas... faut pas que ce soit un secret. Même si je le fais pour moi, le fait de le déclarer, c'est l'acter. C'est-à-dire que si je dis à ma famille ou à mes amis, ça y est, non, je suis non-fumeuse, si à un moment donné, j'ai une petite faiblesse, entre guillemets, bah, autour de moi, on me dira, mais dis donc, tu faisais pas la démarche d'arrêter ou... Ça, qu'on te fasse ce genre de remarques, ça t'aide? Bien sûr que ça aide, être confronté, bien sûr. Ça aide. Et puis, rester en lien, en fait. Rester en lien, se faire du bien, toutes ces choses. Pour moi, c'est vraiment important. Et avouer, en fait, être honnête. Chez Narcotiques Anonymes, ils ont ces valeurs d'honnêteté, ouverture d'esprit, bonne volonté. C'est ce qu'on dit. Bah, l'honnêteté de ma démarche. D'être honnête que si j'ai envie d'une cigarette, bah, je le dis. J'ai envie d'une cigarette. C'est OK. Je suis pas obligée d'agir par la suite. Juste, j'ai envie, ça va passer. Ouais, le nommer, c'est montrer c'est montrer à soi-même qu'on n'est pas dans le déni. Complètement. C'est ne plus se mentir. C'est vraiment être honnête et d'avouer en fait ce qu'on ressent. C'est ça, l'honnêteté, l'ouverture d'esprit. Effectivement, je peux faire autrement. Je peux faire autrement. La première fois que j'avais arrêté la cigarette, j'avais mis en place toutes ces choses-là, le fait de rester en lien, de faire du sport, de bien manger. Et puis aussi tous ces petits moments où j'ai envie d'une cigarette. Souvent dans des moments où j'étais dans l'attente. Ou alors, quand je suis seule en tout cas, j'étais dans l'attente. J'avais envie d'une cigarette pour passer le temps. Souvent j'avais cette cigarette. Bah finalement, assez rapidement, je me disais, non, en fait, appelle quelqu'un. Le pouvoir du téléphone, incroyable. J'appelais quelqu'un et quelqu'un qui savait que j'étais dans cette démarche d'arrêter. Et j'appelais juste cette personne et je lui disais, j'ai envie d'une cigarette. Et de j'ai envie d'une cigarette, finalement, on part dans une vraie conversation. À la fin de la conversation, j'ai oublié que j'avais eu envie d'une cigarette. Je n'en ai plus envie. Et c'est passé, et j'ai pas fumé, et je suis fière de moi en plus. Le pouvoir du téléphone. Donc ça, c'est un outil parmi d'autres. Mais il y a vraiment ce truc d'honnêteté, d'être honnête avec soi-même, d'être honnête avec les autres, avec sa démarche, ne pas cacher les choses. Pour moi, c'était OK de me dire, finalement, vaut mieux à un moment donné, dans ma démarche d'arrêt, de rechuter une fois, et de me dire après, mais qu'est-ce que t'as fait? Non. Tu sais que tu veux être non-fumeuse, reprends les choses dans le bon ordre. Plutôt que de cacher les choses, en fait, de me dire non, j'ai envie, mais j'ai pas envie, mais en fait, et pas utiliser tous ces outils, ne pas être dans la solution, d'être dans ce truc de surpuissance, de je maîtrise, ça va aller, je peux me débrouiller toute seule. C'est OK de dire j'ai envie de fumer, c'est OK de dire j'ai besoin d'être soutenue, j'ai besoin d'en parler. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, tu me disais qu'est-ce que tu vas mettre en place aujourd'hui. Je sens que j'ai besoin de travailler sur moi. Je me rends compte que c'est quelque chose qui me fait du bien et il y a différentes façons de le faire. Alors, je te parlais de reprendre plus le sport, mais je pense aussi que je vais peut-être avoir des démarches de l'acupuncture ou essayer des démarches comme ça. Je pense que j'y crois, je pense que ça peut me faire du bien. En tout cas, ça se tente. Qui tente rien à rien. Et puis au pire, qu'est-ce que je risque? C'est un peu ça aussi. C'est au pire, qu'est-ce que je risque? Que ça marche. Ce serait cool. Qu'est-ce que tu voudrais dire à Sandy dans quelques temps qui écouterait le podcast? Tu peux choisir le moment où ça peut être le mois prochain ou dans un an. Ce podcast existera toujours. Peut-être que des gens autour de toi vont t'en parler. Ou toi, tu vas retomber dessus. Envoie-lui un message. Je me remercierais. D'avoir eu le courage, d'avoir été honnête, de faire tout ce travail difficile. Parce que c'est vrai que quand on le raconte comme ça a l'air simple.
Mais c'est un combat de un jour à la fois. Ouais, ça c'est un peu le slogan des alcooliques anonymes. Alcoolique anonyme, narcotique On le dit anonyme. aussi chez les Ouais, narcotiques anonymes. c'est un jour à la Ouais. fois. On se Et souhaite un même bon au 24. début, ça va être 1 heure à la fois. Ouais. C'est vraiment 1 heure à la fois. Parfois, oui. Mais petit à petit, tous ces efforts, quand bien même c'est difficile, ce petit effort supplémentaire que j'ai pu faire, qui a tout changé finalement. Est-ce que tu pourrais ouvrir mon livre au hasard pour voir si tu tombes sur quelque chose qui serait un clin d'œil pour toi? Alors. Une autre explication de beaucoup de rechutes est le choc émotionnel. Et à écouter les témoignages, la rechute apparaît comme évidente et salvatrice pour soulager l'émotion. Je me vois parfaitement négocier une clope dans l'urgence émotionnelle d'une terrible nouvelle. Ce ne sera même pas une excuse, mais un foutu pour foutu. Oui. Oui, j'identifie bien avec ça. Aujourd'hui, je sais que j'ai assez de recul. Et je sais que ça marche pas, en fait. Je sais que ça marche plus. Ouais. C'est ça dont on n'a pas encore conscience. Qui m'a dit ça? Ah oui, j'en parle dans le podcast de... J'en discute avec Sacha dans un épisode, parce que je connais quelqu'un qui a refumé suite à un choc émotionnel très fort, apprendre la mort de quelqu'un, avec ce foutu pour foutu. Et quand je lui ai posé la question, la personne m'a dit, en fait, j'aurais pu ne pas la prendre, cette clope. Et Sacha disait, ah bah oui, ça, je vois très bien comment je pourrais fumer, je vois très bien comment je pourrais utiliser cette excuse. Et donc, je lui dis, bah tu sais quoi, il paraît qu'en fait, elle est nulle, cette excuse. Du coup, il m'a répondu, ah ouais, bon, je refumerai vraiment pas, alors. Oui, bien sûr. En fait, c'est... On se dit toujours dans cette situation-là ou dans cette situation-là, je pourrais refumer. C'est presque... c'est comme si on le prévoyait presque. Hein. Mais finalement, plus le temps passe et plus on se rend compte que non, en fait, on n'a pas besoin. On a appris à faire autrement et que ça n'apportera rien. Je pense qu'il faut faire la démarche de se projeter. J'ai imaginé quelques situations où justement il y aurait un choc émotionnel et je me suis mise en situation pour me dire non, la clope ne sera pas une bonne idée. Mais c'est pas facile, hein. Je vois bien qu'il y a des petits diablotins à l'intérieur de moi qui négocient. Toujours. C'est effectivement, mais de toute façon, ce sera toujours le cas. Hein. Je suis non fumeuse, mais je reste fumeuse. En arrêt. Tu restes ancienne fumeuse. C'est ça. Ça fera toujours partie de ton identité. Ça fera toujours partie... Mon identité, je dirais pas non. Parce que justement, j'ai voulu me séparer de... Oui, l'identité, c'est pas le bon terme. Peut-être... Mais... C'est engrammé dans l'ADN à un certain niveau. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et après, c'est activé ou en pause, en veille. Exactement. C'est ça. Et alors, du coup, on parlait de dernier rempart. Là, tu es non fumeuse. Enfin, tu es ancienne fumeuse. Tout à fait. Donc, le dernier rempart a sauté. Oui. Et comment tu te sens? T'as pas l'impression de sauter dans le grand vide? T'as un plan B? Tu as compensé par une passion qui te nourrit? Jusque-là, tout ce que j'ai pensé, c'est honnêtement... J'ai eu une opération et je veux pas tout gâcher, je veux faire les choses bien. Ça n'a pas été tellement je veux arrêter de fumer, mais c'est plutôt j'ai envie de faire les choses bien. En fait, le sens qu'on y met a beaucoup d'importance. Est-ce que je veux arrêter pour éviter quelque chose? Ou est-ce que je veux arrêter pour créer autre chose? Je sais pas comment dire. C'est un état d'esprit. C'est ça, c'est un état d'esprit. Et je me dis, en fait, je suis trop contente. Cette excuse d'opération, finalement, elle m'a rendu service, là. J'ai passé cette étape comme ça, un peu malgré moi, finalement. Mais j'ai pas envie d'y retourner, j'ai plus d'attrait. Je savais que de toute façon, voilà, ça fait un moment que je voulais ne plus être fumeuse. Donc l'occasion s'est présentée, je l'ai pris après le corps, en fait. Je me suis pas posé de questions. Après, est-ce que j'ai des petits moments où j'ai envie? Oui, mais je dirais que ça me passe comme une pensée passerait dans mon esprit. Ça passe d'un côté et puis je laisse passer. J'accepte en fait de ressentir ce que je ressens. C'est ok, je sais que ça va passer. Est-ce qu'on peut participer aux narcotiques anonymes si on veut se sevrer du tabac? Il y en a déjà eu? Tu sens que c'est pas vraiment cette... Parce qu'il n'y a pas de... Ce serait quoi? Les fumeurs anonymes? Les fumeurs
de tabac anonyme, les nicotines. Ça Alors n'existe pas. peut-être que ça existe, je sais pas du tout. J'avoue que je sais pas. Je pense que de toute façon, n'importe quelle réunion de dépendance, peu importe le produit, fonctionne. En tout cas, pour moi, ça a fonctionné. Je dis pas que ça fonctionne pour tout le monde. Je pense que c'est pas l'unique façon d'arrêter une dépendance. Moi, ça m'a aidé. Après, voilà, c'est tout un programme. Mais je pense que de toute façon, en narcotique anonyme, moi, j'ai appris à parler de mes émotions aussi. Mm. La parole étant libérée, j'avais moins besoin aussi de compenser. Donc, je pense que l'aide d'un dépendant apportée à un autre, de toute façon, c'est extraordinaire. Ouais. Après, est-ce d'une personne qui veut arrêter de fumer peut aller en réunion narcotique anonyme? Euh, euh, Oui, si on veut. Après, est-ce que c'est complètement adapté? Oui, on parle de dépendance, de toute On façon. peut faire la démarche de demander. On peut faire la démarche de demander. De toute façon, on n'a rien à y perdre. Ouais. Ça, c'est sûr. Une dépendance reste une dépendance, peu importe le produit. Les conséquences ne sont pas forcément les mêmes, effectivement, en fonction des personnes, des produits, etc. Même si on essaie de ne pas faire de comparaison, parce que la dépendance est une dépendance, quelle qu'elle soit. Après, Ok. chacun fait son parcours, en fait. Ouais. Quand est-ce que tu y es allée pour la dernière fois? En réunion, Ouais. je pense que ça fait il y a un an. Il y a un an. Et c'est vrai que... Non, un peu plus d'un an. En fait, je pense qu'à peu près au moment où un peu avant que je rencontre Jacques, et puis c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et c'est vrai, là, quand je te disais, effectivement, on peut se faire happer par le fait de reprendre une vie, entre guillemets, normale, où tout se passe bien, une vie bien remplie. C'est vrai que j'ai rencontré Jacques, on a emménagé ensemble, je continue à travailler, on s'est mariés, met des choses en place, la vie normale prend son cours en fait. Mais je sais que un de mes piliers a été narcotique anonyme et le restera pour toujours. Je sais que peu importe où j'en suis dans ma vie, je peux aller à une réunion à n'importe quel moment et j'ai ma place. Je me sentirai jamais mal à l'aise. C'est un endroit où on sera jamais jugé. Je me sentirai jamais jugée. C'est une famille. Clairement, pour moi, c'est une famille. Même de gens que je ne connais pas, mais c'est une famille. Là, tu pourrais y retourner, t'y penses? Ouais, tu te dis, tiens, ouais. je me ferais bien une petite C'est réunion. vrai que ça irait complètement dans ma démarche là d'abstinence du tabac, hein, complètement. Dans Narcotique Anonyme, il y a des personnes qui sont clean, en arrêt de toute substance, drogue, etc. depuis des années, qui ont effectivement ce dernier filtre de la cigarette et qui vont partager en réunion. Voilà, moi, j'ai décidé d'arrêter aussi le tabac, mon dernier rempart, et qui partagent leur démarche, effectivement, qui partagent leurs difficultés, parce que finalement, déjà, on trouve du soutien d'un dépendant à un autre, de personnes qui ont eu la même expérience, qui vont nous soutenir, nous donner des outils. C'est assez naturel, finalement. Ça se fait assez naturellement. Et le fait d'être soutenu comme ça, d'avoir toujours quelqu'un derrière, et puis quelqu'un qui va vraiment soutenir dans cette démarche. C'est-à-dire que je sais que si je vais à Narcotique Anonyme, je rencontre des gens que je ne connais pas vu depuis longtemps et je dis, bah voilà, en ce moment j'essaie d'arrêter de fumer, ça va être génial, etc. Et puis peut-être que peu de temps après, on va me rappeler, on va me dire alors comment ça se passe pour toi, si tu as besoin, que tu as envie d'une cigarette ou quoi, t'hésites pas à m'appeler. Ouais. Je suis ton outil finalement. Et c'est vrai que ce genre de lieux sont très propices à se sentir vraiment compris, se sentir vraiment... Il n'y a plus de honte. Ouais. Il n'y a plus de honte, il n'y a plus de jugement. Et puis, ouais, tu te justifies de rien. Non. On sait ce que tu traverses, on sait tout ce qui se passe à l'intérieur à des degrés différents et c'est plus ou moins intense. Complètement. Complètement. Il y a des effets miroirs et c'est ça la puissance du partage, de l'identification d'une personne à une autre. On n'a pas, il n'y a pas besoin d'expliquer beaucoup. Juste on parle de ce qu'on ressent et on parle. C'est pas juste on déverse finalement ce qu'on ressent. Si on va partager aussi ce qui fonctionne pour nous, c'est ça le pouvoir aussi. Moi, c'est ce qui m'a vraiment aussi fait tenir, c'est que très rapidement, quand j'ai commencé les réunions, on m'a donné un rôle. C'est-à-dire que très rapidement, comme toute association, en fait, une réunion est tenue par différentes personnes où il y a un trésorier, il y a un président, etc. Ce sont tous des dépendants en rétablissement. Donc chaque semaine, il y a des dépendants qui vont ouvrir ces réunions, les faire fonctionner, partager le message. Et c'est ce qui fait que ça tient. Et ça donne un vrai rôle, c'est-à-dire que non seulement je viens pour moi,
Mais je viens aussi pour que l'association fonctionne, pour redonner ce qu'on m'a offert gratuitement. Et ça donne vraiment son sens. Et ça nourrit cette démarche de rétablissement, tout simplement. Merci pour ce témoignage, incroyable. Merci à toi. Bon, cette fois, c'est vraiment la fin. Mon monteur, il va péter un câble, c'est beaucoup trop long. On était encore enregistré. J'espère que cette interview vous a plu. Vous trouverez toutes les informations complémentaires dans la description de l'épisode et tout ce qu'il faut pour s'abonner, liker, commenter, nous retrouver sur les réseaux et même prendre contact si vous voulez nous partager votre témoignage. Bisous à vos horribles cravings et autres impérieuses envies de fumer. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, bon sevrage.